Les circonstances nous ramènent aux années 2000. Au cours des années 2000, ce qu'on appelle le supercycle, du point de vue des cours des matières premières, des hydrocarbures, etc., sont marqués par une remontée en puissance, apparemment en tout cas, de la Russie. Et donc c'est l'époque où Vladimir Poutine veut poser la Russie comme un pays émergent, un pays membre du BRIC. Et les hauts cours des hydrocarbures, du pétrole et surtout du gaz nourrissent les ambitions des dirigeants russes. Donc il y a une réaffirmation de puissance, il y a une dégradation des relations avec les Occidentaux pendant cette période, surtout à partir de 2003-2004, à partir des révolutions de couleur dans l'ère post-soviétique. Et le point bas dans les relations entre Russes et Occidentaux est atteint lors de la guerre des 5 jours, c'est-à-dire de la guerre entre la Russie et la Géorgie en août 2008. Suite à cette guerre, il y a eu une volonté de la part des gouvernements occidentaux d'une part, des États-Unis en tout premier lieu, et puis de la Russie d'autre part, d'essayer de trouver un terrain d'entente, un terrain de coopération. Et cette politique de reset, qui a été amorcée principalement par les États-Unis, elle prend véritablement forme à partir du moment où l'administration Obama se met en place, donc début 2009. Alors, les objectifs poursuivis, il y a les objectifs proclamés, il y a les objectifs effectifs. Les objectifs proclamés, il y a une volonté d'arraisonner la Russie à l'Occident, et bien souvent, ce qui est mis en évidence, c'est la montée en puissance spectaculaire de la Chine, les turbulences du monde islamique qui contraindraient la Russie à chercher des appuis du côté des Occidentaux, et les Occidentaux se devraient de mettre en place les cadres permettant une sorte de synergie, voire une quasi-alliance entre l'Occident d'un côté et la Russie de l'autre. Maintenant, quand on regarde les objectifs réels, ils sont beaucoup plus modestes, beaucoup plus circonscrits, beaucoup plus pratiques, en quelque sorte. Donc, il y a tout ce qui est négociation nucléaire stratégique. Là, on est dans le russo-américain. Il y a la question des antimissiles, et donc là encore, on est avant tout dans le cadre des relations russo-américaines. Il y a eu également la volonté de développer des plages de coopération sur le théâtre afghan, donc le sentiment qu'on a des intérêts communs sur ce théâtre et chercher plus de synergie entre occidentaux et russes de part et d'autre. Et puis alors enfin, il y a la question iranienne, c'est-à-dire la question de la prolifération nucléaire. Donc la volonté de relâcher en quelque sorte le partenariat étroit qui existe entre la Russie et l'Iran en faisant miroiter un certain nombre de possibilités à la Russie et d'amener la Russie à voter une nouvelle résolution des Nations Unies avec des sanctions contre l'Iran. Alors, le grand souci des dirigeants russes est de rehausser le statut de puissance de leur pays. En l'état actuel des choses, si on prend un certain nombre de données objectives, la Russie est une puissance seconde qui a son importance, mais on ne peut pas dire qu'elle soit partie prenante des évolutions principales sur le plan géopolitique. Bon. Donc il y a eu cette volonté-là. Il y a la volonté de se faire reconnaître avant tout une sphère d'influence propre, exclusive dans l'ère post-soviétique. Alors on a eu une poussée russe dans le Sud-Caucase. Je renvoie à la guerre russo-géorgienne d'août 2008. Il y a une volonté de se rapprocher de l'Ukraine, ou plutôt d'empêcher la réorientation de l'Ukraine vers l'Union européenne, vers l'OTAN. Il y a tout un jeu de pression sur la Biélorussie. Et puis, il y a la volonté de la part des dirigeants russes de rester la principale puissance en Asie centrale, où ils sont concurrencés par les Occidentaux, mais aussi et surtout peut-être par les Chinois. Russie-Eurasie renvoie finalement à toutes les interrogations occidentales, et russes aussi d'ailleurs, sur la nature et le devenir de la Russie. Donc au XIXe siècle, il y avait tout le débat entre d'un côté les slavophiles, de l'autre côté les occidentalistes. Donc on ne va pas rentrer dans les arcanes de ce débat, même s'il est très intéressant. Mais ce que l'on voit du côté des occidentaux, finalement, c'est une perception tronquée de la Russie, une Russie qui serait destinée à osciller entre d'un côté l'Occident, de l'autre côté l'Orient.
donc toute cette vision selon laquelle il faudrait ouvrir les champs de coopération avec la Russie de manière à ce que la Russie bascule du côté de l'Occident. Maintenant, si on regarde l'histoire russe, si on regarde la manière dont fonctionne la Russie aujourd'hui, les objectifs de ses dirigeants, on s'aperçoit que leur ère de pertinence sur un plan géopolitique, c'est l'ère post-soviétique, une volonté de reconstituer une sorte d'union post-soviétique qui donne forme à cette sphère d'influence qu'ils revendiquent. Donc on est dans l'espace eurasiatique. Et puis il y a aussi la question du régime. Le régime politique russe, c'est ce qu'on appelle un autoritarisme patrimonial, qui est quand même très éloigné des normes occidentales. Donc cette expression de Russie-Eurasie, elle vise à mettre en évidence que la Russie n'est pas le nouvel Occident dont on rêvait dans les années 90 à l'époque d'Helsinki.